Hey everyone, and welcome to this session on the impact of privatization on the right to education. So we choose a meeting format, so I will ask you please to switch off your microphone. Otherwise, Eleonore will do it for you to make sure there are no voice when people are speaking. And we will have interpretation in English, French, and Spanish. And so you can choose your language at the bottom of the screen. You have the small globe, which is right interpretation, and you can choose your channel. I myself speak probably mainly in English, but may switch in other languages over this time. So thank you very much for joining us today on this topic on the privatization in higher education comparative perspective, which is part of the UNESCO World Conference on Higher Education. So we are very pleased to be part of this global discussion. We have made the effort to have this event in 3 languages with the aim to ensure more inclusivity and to ensure like different type of information from different regions can be covered, and we are not only focusing on English speaking or English research. So thank you very much all of you for being there with your own language, and thanks for the interpreter for being with us today. And be patient, all of you, around the translation. And again, you can choose your languages. So we are very glad to have for this discussion 4 academics from 3 continents who will discuss with us their perspective. So from Latin America, from Senegal, so more West Africa, and in Europe regarding France and Switzerland. So maybe I haven't forgotten to present me, but I'm Delphine Dorsey, the director of the Right to Education Initiative, and with my organization we are developing more collaboration with academic, and again I'm very glad to have you today around this table, as the research you are doing on the dimension of the right to education are very important to the realization of the right to education. Is thanks to your research, like we can assess what the situation is in a country, when we can report and share this to states in order to address any issue and develop better law and policy in order to realize the right to education for all. So really glad we can collaborate with all of you. The Right to Education Initiative, for the 4 past years, we have been working on higher education in France, looking at inequalities in this country, collaborating with prestigious school called Sciences Po, and also in the past 2 years with Thibault Loverier, who is with us on the table, looking more specifically at the privatization issue. We've been ourselves working for years now on the question of privatization at all levels of education, looking as well at the commercialization of education and how this may impact the realization of the right to education, exacerbated sometimes inequality, segregation, and even the quality of education. These have a particular dimension when we look at higher education, because the cost of higher education is much higher than at the other level, and also because states have the obligation to prioritize the other level, and of course as a start like primary education, and sometimes they put a bit on the side the financing of higher education, and therefore we can see a development of privatization of higher education at this level. So there are particular on goals there, and we will see that with the presenter today. This raises some questions, including around the debts that students are carrying, or even the
the perspective and the role of public education in higher education level, and we'll see that particularly in the Latin American region. So this is in brief. We will cover different dimensions. We will be able to engage with you. So we will have a presentation of the 5 panelists, but you will be able to interact with them after that. So feel free to put some question in the chat already if you want to, and we will take question after the presentation to continue discussing this topic. So as a start, I would like to invite Fernanda Saforca from Argentina. Es una profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Oeste. Es coordinadora del área de investigación del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. En ese ámbito, ella dirige el proyecto de investigación, privatización y mercantilización de la universidad en América Latina, algunos de cuyos resultados estarán compartiendo ahora mismo. Entonces, Fernanda, te da la mano ahora para darnos una perspectiva desde la región de Latinoamérica, y después veremos un enfoque sobre Brasil y viajamos después a Senegal y después a Europa. A ti, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Delfín. Bueno, empezar agradeciendo esta posibilidad de estar aquí a Right to Education. La verdad que es una alegría poder estar compartiendo algunas de las cuestiones que venimos trabajando en este espacio. Voy a compartir la presentación. Aquí. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, lo que voy a compartir son algunos resultados, como ya dijo Delfín, de un proyecto de investigación que se viene desarrollando desde hace 3 años, impulsado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, que es la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, en alianza con la Internacional de la Educación. Este proyecto, que tengo la enorme responsabilidad de dirigir, lo venimos llevando adelante conjuntamente con Daniela Tairo y Lucía Trota, en colaboración también con otros colegas que han aportado en algunos componentes. Con esta investigación nos proponemos reconstruir las tramas y los procesos de privatización y mercantilización de la universidad en América Latina, analizando tanto las tendencias regionales como profundizando en 4 casos: Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. No obstante, dado el tiempo corto que tenemos aquí, voy a presentar solo algunas cuestiones referidas a lo regional, no voy a retomar los casos nacionales, y no voy a hacer un desarrollo, sino más bien me voy a enfocar en presentar 3 de varios nudos críticos que fuimos identificando en este estudio. El primer nudo crítico es lo que hemos llamado la hiperprivatización de la educación superior. América Latina configura en la actualidad una de las 2 regiones más privatizadas en educación superior del mundo. De acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, como pueden ver allí, América Latina tiene casi el 54% de los estudiantes de la educación superior en el sector privado. Para dimensionar lo que esto implica, podemos compararlo con la media global. La media global es del 33% de estudiantes en el sector privado. En el caso de Europa, el promedio es el 13% de estudiantes en el sector privado. En América Latina llegamos al 54%. Esta configuración se inicia en los años 90 en un contexto de hegemonía neoliberal y fue producto principalmente de 3 cuestiones.
Por un lado, de una gran expansión de la demanda de educación superior que se acelera hacia las últimas décadas del siglo XX. En paralelo, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, también vivimos políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario. Y esto a su vez se dio en un contexto de primacía del mercado en las orientaciones y en las dinámicas de la política pública, en el que la educación y el conocimiento fueron vistos como oportunidades de negocios y comprendidos desde perspectivas comerciales. Esto generó entonces que la mayor demanda de educación superior y la disminución del financiamiento público en un contexto de centralidad del mercado generaron estas condiciones para esa privatización. Por un lado, porque se facilitaron las condiciones para la apertura o el crecimiento de las universidades privadas. Y por otro, porque las universidades públicas, ante la falta de recursos, profundizaron la selectividad de estudiantes y establecieron arancelamientos que implicaron un desplazamiento del sector público hacia el sector privado. Esto llevó a un fortalecimiento de las universidades privadas existentes y a la apertura en varios países de una gran cantidad de universidades privadas masivas y de bajo costo y en muchos casos de dudosa calidad. Este proceso no fue similar en todos los países, pero sí lo encontramos en muchos de los países o algunos de los rasgos de este proceso. Desde entonces, las tendencias de privatización de la universidad han sido una constante y es lo que nos ha llevado al panorama actual de una región que hemos caracterizado, como dije antes, como hiperprivatizada. En la diapositiva anterior, vuelvo a ella, mostré por qué decimos que es hiperprivatizada en términos de la distribución de los estudiantes entre ambos sectores. Si pasamos a mirar cómo es la distribución entre instituciones, vemos que el 67% de las instituciones universitarias son privadas en la región. Y si miramos los graduados y graduadas de las universidades, podemos ver también cómo han ido creciendo y hoy tenemos un número mayoritario, casi 60%, que se gradúan en instituciones privadas. Es decir, que el panorama que se ha constituido es el de un panorama en el que tenemos más estudiantes en el sector privado que en el público. 6 de cada 10 graduados cursaron sus estudios en instituciones privadas y 2 de cada 3 instituciones de educación superior son privadas. El segundo núcleo crítico que quería compartir tiene que ver con llamar la atención. Quiero empezar por llamar la atención sobre una cuestión sustantiva. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solo de mercado, sino que hablamos también de intereses particulares o sectoriales. Estos intereses particulares pueden ser económicos, pero también son ideológicos o políticos, y en general ambas cosas. Entonces, si miramos este fenómeno de la privatización desde esta perspectiva, es decir, desde la dimensión política del fenómeno de privatización, un aspecto central se vincula con lo que llamamos las políticas públicas de privatización, es decir, el desarrollo de políticas desde el Estado o desde organismos gubernamentales internacionales que se orientan a fortalecer al sector privado y a mercantilizar el sector público. En esto, las políticas de financiamiento constituyen un componente central. La falta de recursos públicos y de un financiamiento adecuado para garantizar la universidad pública en todas las dimensiones y funciones que la universidad pública debe desarrollar ha sido y continúa siendo una poderosa estrategia de privatización. Por un lado, porque como dijimos antes, es una estrategia de derivación de demanda hacia el sector privado. Pero por otro lado, porque pone a la universidad pública en la posición de generar dispositivos de captación de recursos a través del arancelamiento de estudios de grado o de posgrado en países donde históricamente la educación superior ha sido gratuita, al arancelamiento de los cursos de ingreso o preuniversitarios, a la venta de servicios variados y a la realización de alianzas público-privadas.
Es decir, coloca a la universidad pública a operar en condiciones de mercado y con ello contribuye a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Esto fue lo que generó en los años 90, en los años 90 en ese contexto de reducción del financiamiento público, y estas prácticas se sostienen en muchas de las universidades latinoamericanas hasta el día de hoy. Y estas prácticas, a su vez, han ido generando una porosidad cada vez mayor en las fronteras entre lo público y lo privado, que ya numerosos investigadores analizaron a inicios del siglo XXI. Pero en tiempos más recientes lo que observamos es ya no una porosidad, sino el borramiento, en muchos casos, de las distinciones entre lo público y lo privado. Ay, quería pasar, ahí está. Esto se vincula también con las políticas de privatización, pero quería darle un espacio específico, porque no solamente tiene que ver con el accionar del Estado, sino también con el accionar del propio sector privado universitario, que producto de los 90 creció y adquirió grandes dimensiones y grandes capacidades de influencia y de intervención en el ámbito de políticas públicas. Por lo tanto, vale la pena poner una mirada específica allí. Decía, se trata de un borramiento de las distinciones entre el sector público y el privado, y esto puede analizarse y debe analizarse de distintas, o se observa a su vez en distintas dimensiones. Por un lado, en una dimensión simbólica, cómo se equiparan las instituciones públicas y privadas como si fueran lo mismo. La noción de que ciertas formas privadas, se instala la noción de que ciertas formas privadas de educación son públicas, dado que no tienen fines de lucro. Y esto vela la dimensión política de lo público, ya que en estos casos las universidades privadas, aun cuando no tengan fines de lucro, se identifican con ciertos intereses particulares o sectoriales de quienes conducen esas instituciones. Por otro lado, también observamos cómo se fue generando en muchos países la idea de que la aparición de las universidades privadas masivas de bajo costo se las distinguiera de las universidades privadas más tradicionales, y que se configurara un panorama en el que la distinción ya no era público-privado, sino plantear universidades tradicionales versus universidades no tradicionales, o universidades comerciales y no comerciales, o en muchos países plantean que no hay que hablar de público-privado, sino de si son universidades de calidad o no son de calidad. Y esto colabora a esta construcción de equiparar o de borrar la distinción y el sentido de la distinción entre lo público y lo privado. Decía que además también tiene una dimensión política, porque este borramiento de esa distinción también se observó en la participación creciente de representantes del sector universitario privado en órganos de regulación y de gobierno del sistema universitario y del sistema científico y tecnológico de muchos de los países. Y en tercer lugar también se observó en la dimensión económica, con una creciente transferencia de recursos públicos al sector privado. Históricamente, los recursos públicos para educación superior, ciencia y tecnología se dirigían casi exclusivamente al sector público. Y hemos ido pasando de esa matriz a otro esquema en el que una parte creciente de esos recursos se redirigen al sector privado con argumentos de equidad, en un supuesto, fundados en un trato igualitario entre las instituciones. Esto se ha visto, en los 90 hablábamos de la reducción de los recursos públicos, en el siglo XXI vivimos un largo ciclo de expansión del financiamiento público destinado a educación superior, que no alteró las prácticas inauguradas en los 90, pero que frente a este crecimiento de los recursos públicos lo que encontramos es cómo se montaron mecanismos que permitieron que una parte sustantiva de ese incremento de los recursos públicos se redirigiera al sector privado. Hay poca información, tenemos información de cuáles son esos mecanismos, pero hay poca información cuantitativa de las implicancias, porque una de las cuestiones que observamos es que la información no se desagrega
entre sector público y sector privado en el destino de los recursos. Pero hemos observado que esto ocurre en los créditos o becas en el marco de las políticas de inclusión, en las becas académicas, en el financiamiento para proyectos de investigación, en las asignaciones vinculadas con la carrera de investigador, entre otras alternativas. Acá traje alguna información que pudimos conseguir en relación a la distribución de las becas para estudiantes de grado en 3 países, ¿no? Y se queda muy claro cómo hay una transferencia de recursos públicos al sector privado. Voy cerrando. La conjunción de privatización y mercantilización, es decir, de expansión del sector privado y de orientación al mercado de lo público, tiene dimensiones sustantivas y creo nos plantea enormes desafíos. Lo que está en juego no es solo el sistema universitario en sí mismo, sino también su capacidad de incidencia. ¿Hay algún micrófono abierto? Ahí está. Decía, lo que está en juego no es solo el sistema universitario en sí mismo, sino también su capacidad de incidencia en la política pública y su rol en la construcción de sentido social y de procesos de desarrollo, si consideramos las implicancias que tendrá, en principio para América Latina, pero también para otras regiones, que la mayor parte de sus profesionales, intelectuales y expertos provengan de instituciones privadas en las que la formación responde a los intereses y a las perspectivas de sus propietarios o de corporaciones o de un sector específico. Por eso es fundamental conocer y trabajar en los núcleos críticos de la privatización. América Latina es la región más desigual del planeta, no la de menos recursos, pero sí la más desigual. El fortalecimiento de lo público es condición imprescindible para la construcción de sociedades más democráticas, más justas y más igualitarias. Y eso requiere de políticas públicas para que las universidades públicas sean más públicas, es decir, estén comprometidas y desarrollen su trabajo y sus formas y sus orientaciones en función del bien común. De eso se trata finalmente aquello que fuera declarado en las conferencias latinoamericanas de educación superior y que sería un gran logro que recuperara la Conferencia Mundial de Educación Superior, que es que la educación superior es un bien público social, es un derecho humano y universal y es una obligación de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por compartir esta visión de Latinoamérica, que sabemos que es una región, como lo has subrayado, con muchas desigualdades. Y esta cuestión del financiamiento de la educación y a dónde se va el dinero es algo que vamos a seguir hablando. Así que muchas gracias para poner esta perspectiva, y también esta dimensión también del privado que entra en el público y donde no sabemos a dónde estamos y también el funcionamiento de la educación y además de las desigualdades. Es algo que vamos a seguir. Y quería recordar a todo el mundo que está con nosotros que si ya tienes preguntas, lo puedes poner en el chat también, lo vamos a recordar después, pero que puedes ya interactuar. So we are now going to move to Brazil. So we stayed in Latin America, but we are going to focus in Brazil and look at I think you should, Fernanda, puedes, no, está bien. So we are going to move, as I said, to Brazil with Rosana Ehringer and Flavio Caravalles, who are going to give us the perspective of Brazil. So Rosana is Associate Professor of Sociology of Education at Federal University of Rio de Janeiro. She coordinates LEPES, the research group about higher education at the School of Education. She has published many articles and book chapters about race relation and race discrimination in Brazil, affirmative action policies, inequalities in access and retention in higher education.
She's currently coordinating a research project about assessment of affirmative action in higher education in Brazil, outcomes and future challenges. And she will present with Flavio Caravaes, who is a sociologist with expertise in social inequality, education, and higher education. His scholarship examines inequalities in the Brazilian educational system, the transition from school to work, processes of higher education expansion, among others. Currently, Flavio works with graduate students and Brazilian civil servants from the Ministry of Education to adapt administrative and register data for the use in scientific research. He's looking at both the supply and demand for higher education to produce innovative insights that can inform policies regarding the regulation of higher education in Brazil, as well as how access to segments of the educational system can become less unequal. He holds a PhD in sociology from the Instituto de Estudos Políticos Sociais de Brasil, and is currently professor of sociology at the Federal University of Rio de Janeiro. Thank you very much, Rosana and Flavio, for being with us today and give us a bit of focus about Brazil. The floor is yours. In fact, I will start, Delphine. Me first. So I'm very happy to be here with you. Thank you, Delphine, for the invitation. I will share the time with Flavio. So my role here is just to give an overview about the current aspects of inequality and access to Brazilian higher education, and Flavio will continue with more specific research results. Flavio can change, please. So just to give you an overview, this is just some advertisements from private universities in Brazil. For those who are not from Brazil, these are people that are very popular in TV, artists and people that are responsible for important shows in TV. And it shows how is this appeal for more massive information for enrollment in these universities. And in fact, yesterday there was a story in a Brazilian newspaper talking about education courses to education career that were presenting 3-year graduation with $20 per month per tuition in Brazil. So this is kind of where we are now. And I think the case of Brazil illustrates very well what Fernanda just presented for the whole scenario of Latin America. Flavio, next, please. So we're going to show this expansion of higher education in Brazil in the last 20 years. This very tiny map here shows the number of municipalities that in 2000, in the first map, and 2010 had some higher education institution, private or public. So just for you to have an idea of how this has expanded, and after 2010, it has continued. Next. What we can say is that higher education is has been historically taught for Brazilian elites. So it has been along the 20th century a very small number of institutions and number of enrollments. We had 2 waves of expansion in the 60s and in the 80s, 90s, mainly through private institutions. And in the years 2000, we had an expansion that was more linked to expansion of public education, focusing on less advantaged students. Next. The data that more recent data we have for 2020 shows we have almost 2,500 higher education institutions in Brazil, almost 90% of them private. They are, in fact, most of them are small institutions, but we see a progressive concentration in bigger
groups, economic groups. And in terms of universities, we have 203, almost split half and half between public and private. It's important to say that public, especially federal institutions in Brazil, are considered to be, are in fact better quality, tuition free, more selective, with total budget covered by the state, and they have 23% of enrollments. While the private institutions, most of them, as we saw above, they are not universities, they are small institutions. They charge tuition that varies a lot according to quality. And in general, they don't have very good quality, and they concentrate 77% of enrollments. And among the policies adopted for expansion of higher education in Brazil, we have during the first decade of the 21st century, the system for unified selection, that is more for the selection for public higher institutions. But then it's important to just to mention the two main programs that we have for access to private higher education institutions. One is the ProUni program, that is probably what shows the data that Fernanda has shown about Brazil related to fellowships in the private sector, is mainly concentrated in these two programs. ProUni is fellowships supported by the public sector for students in private sector, and the FIES program is through student loans, also for that has expanded a lot during this time. Next. So today, what we have in terms of enrollments in 2020, we have almost 9 million students, being 3 million distance education, and that this has been a huge growth in the last years, especially with the pandemic also, but not only. And in terms of admissions, we had also a big increase in terms of distance education. In the year of 2021, almost 1 million enrollments, admissions, but in terms of distance education, almost 100% in private institutions. Next. And this is my last slide, then I will give the floor to Flavio, just to show this goes only to 2017, but you can show the huge increase of enrollments in Brazil since 1980, but you also can see the difference between the size of enrollment and the proportion of private enrollments during this time. Flavio, over to you. Thank you. Thank you. Thank you all for being here. Thanks, Right for Education, for organizing this important event. I hope we'll have a good discussion. So I'll move on to presenting a study that focuses on how the market for higher education became more concentrated in less institutions. So most of the supply of higher education, as Rosana said, was and still is distributed among small colleges, but there is a huge process of fusion and consolidation that is moving towards huge conglomerates that operate in the stock market and etc. And the market is turning to a few private for-profit actors responsible for a lot of enrollments. And I will show you some numbers to illustrate that. But first, I'll give you an idea as that complements Rosana's arguments, and just to show you there is a huge space for developing higher education in Brazil. In comparative perspective, people aged from 19 years old, and this figure here is the only one I found with a comparison, but you can, and it involves secondary and tertiary education, but you can see that only 40% of youngsters
are enrolled in an educational institution. So there's a huge space for improvement. And in Brazil, in comparison to Mexico, Argentina, and other Latin American countries, we lag behind, and as well as in comparison to other developing countries. Moving on to the focus of my presentation, I will try to illustrate as a process of market concentration and consolidation, which I think it's important to characterize what is happening and what can we expect from the future in Brazil. And Rosana already showed us an important topic after the pandemic, but in the Brazilian case, distance education is very important to discuss. There are a lot of open questions, but distance education is becoming very, very important. I can summarize the results that I will show here as a combination of, let's say, virtualization that was happening before the pandemic already, and it became even more important. And it's a combination of virtualization and private education, especially concentrated in for-profit institutions that drove the supply of higher education expansion in Brazil. And these combinations are very important to understand our context. So I use data about all institutions, all enrollments, and I can give you more information about the data and measurements in the discussion part of our discussion. Here it's just for you to have a temporal dimension of how enrollments were and are distributed across these four combinations across time. And you can see that distance education, I'll focus here on distance education, that was virtually non-existent in 2002, and it's now it was in 2016. My presentation stops at 2016. Already 17% of the total enrollments. If we add the public segment, which is tiny, is 18%. But here I want to characterize how concentrated expansion was, and let's look at this graph here that looks like an elephant, right? And I will tell you how to interpret it. So we can divide a distribution of enrollments in 100 parts in 2 points in time. And that's what we do here. So we organize in ascendant order the institutions by site, and we say that, and divide this distribution in 100 equal parts in 2002 and 2016. Then we say that institutions that are on the bottom are in the x-axis here. It's institutions that are in the first group. We call them small institutions, and institutions that are in number 100 are big institutions. And each group has the same size of institutions, but institutions can be of different sizes. So we can compare across time these tiny segments, how much they grew. We can basically subtract the most recent number, which is 2016, and compare it to 2002 and calculate a rate of expansion across time. And we see here, so let's look horizontally at this graph and move from left to right. We can see that all institutions grew in size. So small institutions grew, which are more on the left, grew around 50%. As we move to the right, growth rates grow as well. But then we reach a level of smaller growth and then an explosion of growth among the biggest institutions. So growth was very unequal across institution sizes. And those institutions that grew more are for-profit institutions. I have separate data that shows that are for-profit institutions
and that's especially focused on distance education. We can look at the same number, but we can we still divide these 100 groups, but instead of looking at rates of small groups across 2 points in time, we look at the accumulated growth that happened in the period, and we see that 1% of institutions concentrated 35% of the whole growth of Brazilian higher education. And once again, these institutions are for-profit institutions that have shares at the stock market and that invested a lot in distance education. I could show you specifically these, that I can use indexes that synthesize these numbers. This is what I show in this table, but my time is running out. So I will skip it, we can go back in discussion. So I think that our presentation illustrates very well what Professor Fernanda Saforcada showed with the discussed with the Latin American case. And with Brazil is very representative of private education for the whole world, right? And what is happening. And I think that we need that among many topics of concern for future research, we could discuss the quality of this access, and also the burden on students, and how they become dependent on loans and these types of financing that may jeopardize their future and their lives at other points of their life cycles, right? So thank you very much. It is a pleasure to be here with you today. Thank you. Thank you very much, Flavio and Rosana, for presenting about Brazil and show us how this increase have been used. And I think this go back to this question Fernanda raised about the financing of higher education, because we see the growth of students, it seems like all have been absorbed by the private sector. So I think this raises again this question on how we finance higher education, which I think is going to be a key question for the World Education Conference this week. And the states, I hope they are going to discuss how best to finance higher education. And you brought as well this question of distance learning and distance education that develop a lot, and mainly with private actor, and as you said, like for-profit actor, which raise another question, no? Because Fernanda was showing as well the different type of private actor, but when we are started to talk about for-profit actor, which have an impact then, as you mentioned at the end, on the burden of the cost on students, raise particular issue when we are going to try to achieve equity, equality, and a better social justice in society. And I think what was interesting, and maybe we can get that, I have 2 points, like maybe we can get for the discussion later, was very interesting to show how public education seems to be of more quality, and how then we can ensure like everyone can access that, and all these questions then is linked to the question of selectivity you mentioned. And we discussed that recently in some discussion with UNESCO about the question of merit and capacity, and how this selection left many disadvantaged groups behind, and how we can address that as well. So this is my other question to raise in relation to the privatization of education. Thank you very much for bringing this perspective from Latin America with the focus on Brazil. And we are now going to move to Sénégal. Nous allons maintenant aller au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, avec Jean-Alain Goudiaby, qui est sociologue de l'éducation et de la formation. Il est enseignant-chercheur à l'université Hassan Seck de Ziguinchor, au sud du Sénégal, et travaille essentiellement sur les politiques éducatives et la gouvernance universitaire, les mobilités académiques, les dynamiques de production et de financement de la recherche, ou encore sur les sujets techniques du quotidien et sur la masculinité.
Ces activités s'inscrivent dans une réflexion globale sur la dynamique de construction des systèmes dans un contexte de fortes contraintes, ce qu'on peut bien sûr imaginer entre autres au Sénégal. Il est le responsable scientifique de l'Institut Éducation, Famille, Santé et Genre de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Et à ce titre, il coordonne et participe à plusieurs recherches sur l'éducation. Jean-Alain Goudiaby est membre du réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation. Nous avons aussi Thibaut avec nous qui interviendra juste après, qui pourra nous dire un mot sur le réseau, et a coordonné récemment au Sénégal le projet de recherche Enseignement supérieur privé et inégalité, porté par Étienne Gérard sur un financement de l'AFD. Donc Jean-Alain, c'est à toi. Merci beaucoup, Delphine. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, je me réjouis d'être des vôtres cet après-midi pour partager cette recherche sur la privatisation. Merci à mes collègues qui m'ont précédé. Et ce que je vais vous présenter un peu, c'est de faire le point sur justement cette question de la privatisation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Quelle opportunité? Quelles sont les contraintes aujourd'hui qu'on peut noter et surtout ce que ça évoque comme inégalité? Pour introduire, il faut se remettre dans un contexte où aujourd'hui, si nous parlons de cette privatisation, c'est aussi s'intéresser d'une certaine manière à finalement la question de la connaissance et comment elle se situe dans des dynamiques locales et globales. Pourquoi? Parce que finalement, on va se rendre compte que cette privatisation au Sénégal s'inscrit dans des perspectives à la fois locales, en termes de politique publique, mais aussi en termes de développement de l'enseignement supérieur à travers. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que cette question de l'enseignement supérieur, et notamment sa privatisation, a très peu intéressé les chercheurs. C'était d'abord les niveaux inférieurs qui étaient abordés, et depuis peu, on s'est intéressé à l'enseignement supérieur. Et notamment autour d'un tournant, ici que l'on situe pour le Sénégal autour des années 2000, où il y a une véritable explosion de l'offre d'enseignement supérieur, avec une privatisation même qu'on peut retrouver dans les universités publiques. J'y reviendrai. Avant-dernière chose, en guise d'introduction, c'est finalement ce paradoxe ici que le Sénégal partage avec beaucoup de pays africains, où on va voir qu'on a des taux de scolarisation du supérieur qui demeurent parmi les plus faibles, mais en même temps, on a une forte croissance de la population étudiante. Ce qui va expliquer par ailleurs cette faiblesse des universités publiques à prendre en charge la demande d'éducation. Au Sénégal, entre 1999 et 2007, on voit donc ce taux brut de scolarisation qui a été multiplié par plus de 3 points et qui aujourd'hui crée une véritable question au niveau de l'enseignement supérieur. Du coup, mon questionnement, c'est finalement comment cette privatisation dans l'enseignement supérieur va structurer le droit à l'éducation dans une perspective d'offre et de demande en service d'éducation. Puisqu'on va le voir, les deux sont ici d'une certaine manière intimement liés. Les 3 points que je vais évoquer assez rapidement dans ma présentation, c'est d'abord de revenir sur les caractéristiques de cet enseignement supérieur avec un focus sur le privé, la diversité et la disparité que cela pose et au final, comment cette inégalité ou ces inégalités sont gérées. Ce qu'il faut savoir, c'est que parlant du Sénégal, les premières expériences de l'enseignement supérieur remontent à la colonisation française, avec notamment l'école de médecine de Dakar, 1918, la première université même du Sénégal, qui était la première de l'Afrique de l'Ouest francophone, a été créée comme une université française, mais on rajoutait très vite au service de l'Afrique. Il faudrait donc attendre après les indépendances pour voir une floraison d'universités publiques. C'était la seule université de l'Afrique de l'Ouest francophone. Après donc les indépendances, l'université de Dakar devient l'université sénégalaise et devient Cheikh Anta Diop en 87. Aujourd'hui, le Sénégal compte 8 universités publiques, 5 instituts supérieurs d'enseignement supérieur, de formation professionnelle. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes sortes de grandeur que ce qu'on a
pu voir tout à l'heure avec l'Amérique latine. Et surtout, ce qui est nouveau et important, c'est les 300 instituts et universités publiques, privées. Donc, dans les 300, et on estime qu'il y en a un peu plus d'ailleurs, ce sont des universités privées ou des instituts privés. La carte universitaire, du coup, s'est renforcée en termes d'offres, mais avec des disparités et on va voir avec des particularités dans ces développements. Mais pourquoi aujourd'hui l'enseignement supérieur privé s'est vite développé? Premier élément, c'est la faiblesse ou la faible remise en cause du modèle occidental. Je vous disais tantôt que l'université sénégalaise était d'abord une université européenne. Et de ce point de vue, elle n'était pas forcément adaptée aux réalités. Donc, on assiste à une certaine mise en accusation donc, de ces universités publiques, d'abord par les bailleurs de fonds qui trouvaient que c'est une institution qui prenait beaucoup de ressources avec des rendements faibles. Par la société, parce qu'il y avait une image assez négative liée aux crises, mais surtout au taux d'insertion qui était assez faible selon les types d'universités. Et troisième facteur, c'est l'ouverture au marché, avec une recommandation forte à l'époque, en 92, ce rapport de la Banque mondiale. Et enfin, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Donc, du coup, l'État avait de moins en moins la possibilité de répondre aux besoins et on voit naître ces différentes universités, aidées en cela par des textes, l'accord cadre de 95 et la première institut Business School qui va naître au Sénégal, c'est l'ISM, l'Institut supérieur de management, en 92. Et si on doit caractériser ces institutions privées d'une manière générale, ce sont des formations ciblées, un financement supporté le plus souvent par l'étudiant et une capacité apaisé, un cadre apaisé et qui va être un élément important. Si l'on compare aux universités publiques, on va être sur des formations plus généralistes, un financement qui est étatique, mais de plus en plus des offres privées et des enseignants plutôt certifiés, puisque la plupart des gradés, les plus gradés, sont effectivement dans ces universités privées. Un élément public, autant pour moi, un élément ici qui va être vraiment, qui va venir brouiller la frontière entre le public et le privé, c'est cette décision du ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque à considérer que public et privé sont d'égale dignité et l'État va orienter et payer la scolarisation dans des instituts privés. Ça, c'est véritablement un tournant que l'on va voir dans ce processus de privatisation au Sénégal. En somme, on va voir que l'enseignement supérieur subit de grandes réformes, l'accès, la professionnalisation, la territorialisation et aujourd'hui, la question de l'assurance qualité qui se porte à la fois sur le public comme pour le privé. L'équilibre ici de l'offre et de la formation qui va être un enjeu important. Pour aller assez rapidement sur la diversité ici et les disparités de ce processus, cette augmentation que j'évoquais tout à l'heure de l'effectif des étudiants, on le voit très bien selon les données de l'ISU, que de 70 à 2020, ce nombre d'étudiants a réellement et beaucoup progressé. Et si on regarde, du coup, ça va créer une difficulté dans la capacité de répondre à cette demande d'éducation. Ce qu'on va constater, c'est que l'accroissement de l'offre privée va contribuer à l'élargissement de l'accès. Puisque je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a plus de 300 instituts publics, privés qui vont se mettre en place. Donc, un élargissement de l'accès. Les établissements supérieurs privés vont progressivement imposer ou s'imposer comme une des alternatives possibles quand il faut accueillir ces étudiants-là. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré leur nombre important, 94% des établissements supérieurs relèvent du privé, ils n'absorbent réellement que 20% de l'effectif des étudiants. Donc ici, l'absorption reste faible alors que le nombre des étudiants des établissements privés reste très important. Et ces établissements vont être concentrés autour de Dakar, la capitale, et on va voir l'intérieur du pays où il y aura très peu de formations supérieures. Un large choix donc de formations proposées et qui sont jusque-là mises à l'écart dans les universités publiques. Si on regarde la répartition de tous ces étudiants, on se rend compte que la majorité du public ici est constituée par les filles. Les filles sont majoritaires dans les universités publiques, alors que les garçons sont majoritaires dans les universités publiques. D'autres choses qui pourraient effectivement l'expliquer, notamment les conditions d'accueil et d'études.
Ces différenciations qui créent une certaine hiérarchie dans le privé, il y a les grandes écoles qui aujourd'hui sont réputées pour être de grande qualité et qui absorbent le maximum d'étudiants, sont aujourd'hui très, comment dirais-je, bien situés dans l'échiquier, alors que nous avons une qualité relativement faible pour les instituts qui se retrouvent dans les régions ou en tout cas dans la banlieue. Et là, ce qu'on va voir, une des faiblesses, c'est cette mise en tutelle de l'encadrement doctoral, c'est-à-dire que les universités privées, pour la plupart, si elles veulent avoir une formation doctorale, il faut qu'elles soient sous couvert des enseignants du public, parce que c'est là où on trouve les plus gradés. Cette privatisation va avoir donc des étudiants qui peuvent payer des frais d'inscription supplémentaires dans les universités privées et des enseignants du public qui vont intervenir dans le privé. Ce qui vient ici, encore une fois, bouleverser la différence entre public et privé et surtout renforcer ce processus de privatisation que l'on peut voir puisqu'il y a de plus en plus de formations et instituts privés à l'intérieur des universités publiques. Pour finir autour de ce troisième point, finalement, comment on gère ces inégalités-là? Ça reste très inégalitaire. Plus on s'éloigne effectivement du centre de la ville, on voit une influence importante ici du privé dans la structuration de l'offre. L'accès reste très peu différencié au regard des coûts de formation pratique par certaines institutions et les instituts de grandes écoles. Donc ici, ce que je vous présente ici, c'est une différence entre 2012 et 2013 de la parité dans les différentes régions du Sénégal, où on voit effectivement la capitale, où il y a un taux plus important d'étudiants inscrits. Et si on regarde dans les autres régions, il y a une grande disparité ici territoriale qui est importante, notamment en termes d'accès et en termes de performance, entendu, maintien des étudiants dans le système. On s'est aussi intéressé à un peu qui s'inscrit où et en croisant avec où est-ce que les parents ont étudié, on se rend compte qu'il y a une grande similitude. Les enfants qui ont des parents qui ont été dans le public ont tendance à être dans le public, alors que les parents qui ont les enfants plutôt qui ont des parents qui ont étudié dans le privé ont tendance à s'inscrire eux-mêmes dans un établissement privé. Et ici, c'est assez flagrant pour ce qui est du privé confessionnel, et notamment confessionnel catholique. L'autre différence ici que l'on note, c'est au niveau des filières suivies par les différents étudiants. On se rend compte que le public sont plutôt dans les sciences humaines et sociales, alors que les sciences économiques et de gestion vont intéresser davantage les étudiants inscrits dans le privé, ce qui s'explique par la proximité ici que les privés ont avec les entreprises, et notamment en termes d'emploi et d'employeurs. Alors, pour conclure, je voudrais aborder 4 points assez rapidement. Le premier élément, c'est que quand on va parler de droit à l'éducation et quand on va parler de privatisation aujourd'hui au Sénégal, un des points d'attention doit être porté sur le droit à l'accès, la diversité et la pluralité de l'offre, des coûts ici qui restent assez élevés selon certaines institutions privées. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, la plupart des formations sélectives au niveau des universités publiques sont payantes et donc privées. Deuxième point, c'est cette prise en compte des inégalités sociales et de genre. On assiste à une démocratisation quantitative puisqu'on a de plus en plus d'étudiants qui rentrent à l'université, mais si on regarde, il y a une disparité de genre très importante et à cela s'ajoute une disparité territoriale à prendre en compte. L'autre point, c'est justement autour de ces disparités territoriales qui restent encore très persistantes et on voit que si on veut arriver à une réduction en termes d'inégalité, il faut qu'on puisse améliorer cette équité territoriale. Et enfin, c'est que si on veut améliorer le droit à l'éducation en termes d'accès, de maintien, de qualité ou de transition, il est important que nous puissions avoir une attention particulière sur une approche systémique qui permettrait de comprendre à la fois le processus de privatisation, mais en même temps aussi d'intégrer le développement de l'enseignement supérieur en prenant en compte les besoins des sociétés, et notamment de la société sénégalaise. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci beaucoup, Jean-Alain, pour avoir amené cette perspective sur le Sénégal et avoir amené la perspective historique. C'est intéressant de regarder aussi l'évolution sur un certain nombre d'années et voir comment les systèmes ils ont pu évoluer ou comment ils se sont construits historiquement autour de cette question de la privatisation. Tu as soulevé une question importante sur les inégalités territoriales. On a vu ça aussi, nous, dans le cas de la France, et c'est vrai que c'est une autre question qui se pose pour l'accès à l'enseignement supérieur. On voit que la question du genre, elle continue toujours à se poser en Afrique. Donc, merci de l'avoir soulevé, Jean-Alain. Je vais maintenant donner la parole à Thibault Loverier. Donc, Thibault Loverier, il est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Comme je vous l'ai dit, il a collaboré avec nous sur le projet de recherche sur le cas de la France. Il est coordinateur du réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation. Tu nous en diras peut-être un mot, Thibault, avant ton introduction. Ses recherches portent sur les actions de la coopération internationale en éducation, sur la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest et sur la privatisation et marchandisation de l'éducation en Afrique et en Europe francophone. Thibault, c'est à toi. Merci beaucoup Delphine, bonjour à toutes et à tous. Étant donné le temps, je me suis permis de vous mettre le lien vers le réseau que Delphine vient de vous mentionner, le réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation dans le chat, et je vous invite à aller voir directement sur notre site internet les activités et les objectifs de ce réseau. Donc pour ma part, je vais vous présenter la question de la privatisation de l'enseignement supérieur en France et en Suisse, et je vais traiter d'une part des tendances liées à cette privatisation et d'autre part des impacts de cette privatisation. Je précise juste que pour le cas de la Suisse, je vais me concentrer sur la situation à Genève, parce qu'il faut savoir que le système éducatif en Suisse est très décentralisé et géré notamment au niveau des cantons, et même s'il peut y avoir des constats similaires dans les différents cantons du pays, chaque système a ses propres spécificités. Alors, je vais vous faire état de 2 études parallèles qui ont été menées ces dernières semaines, ces derniers mois. D'une part, une étude qui a été menée justement avec l'ONG Initiative pour le droit à l'éducation et qui avait notamment l'objectif de faire le point sur la situation en France en mobilisant des données existantes les plus récentes, en particulier dans le contexte Covid-19, où on sait qu'il y a eu des implications de la pandémie de ce point de vue-là. Et d'autre part, une étude menée dans le cadre d'un stage de recherche dans mon équipe à l'Université de Genève et qui s'est concentrée sur les enjeux de la privatisation de l'enseignement supérieur à Genève. Je veux préciser que les 2 études n'ont pas porté toujours sur les mêmes objets, et donc je ne vais pas vous faire une analyse purement comparative entre les 2 contextes, mais vous présenter voilà, des tendances qu'on retrouve dans les 2 contextes. Je vais donc commencer par quelques tendances, vous présenter quelques tendances qui ont été relevées dans les 2 contextes qui nous intéressent ici. Et la tendance principale qu'on a constatée donc également dans les autres contextes qui ont précédé, c'est vraiment une privatisation croissante dans l'enseignement supérieur, étant donné d'abord l'implication croissante du secteur privé. Et cela se traduit entre autres par une augmentation des effectifs d'étudiants dans le privé, en particulier ces 2 dernières décennies. Très concrètement, en France, et vous avez le graphique donc, sur le côté droit de la slide, très concrètement, en France, ces effectifs représentent actuellement 20% de la part des étudiants dans l'enseignement supérieur, et dans certaines académies, les taux peuvent même atteindre 30%. Et donc, ce qu'on voit, c'est une progression des effectifs qui est forte dans le privé, et en particulier ces 20 dernières années, voire ces 30 dernières années, comme donc vous pouvez le voir sur le graphique. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la progression des effectifs dans le privé est plus forte que dans le public. Parallèlement à l'augmentation des effectifs, nous observons une augmentation également du nombre d'établissements privés, évidemment, mais
à noter que c'est une augmentation principalement du nombre d'établissements à but lucratif. Et cela notamment à travers le développement de chaînes qui appartiennent souvent à des groupes industriels ou financiers internationaux et qui cherchent à valoriser leur capital. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe ces dernières années. Également, une autre tendance qu'on retrouve, c'est une augmentation des fonds privés à destination des établissements d'enseignement supérieur public. Et là, si je prends le cas de Genève, les fonds privés représentent 1/5 des fonds pour les établissements publics dans le domaine de la recherche. Et donc, c'est une part non négligeable et beaucoup de ces financements proviennent, y compris d'entreprises étrangères qui investissent beaucoup dans les différents établissements supérieurs genevois publics. Une autre tendance qu'on a observée, et je pense qu'on la constate au-delà de la France et de la Suisse, c'est dans le contexte Covid-19, c'est la présence accrue des entreprises de la EdTech, donc des nouvelles technologies. Que ce soit pour les étudiants, les enseignants, il a fallu assurer la continuité pédagogique dans le contexte Covid-19 et donc des compagnies du secteur EdTech ont proposé leurs services. Et cela s'est notamment concrétisé, comme vous le savez, par le déploiement de plateformes numériques, des solutions de visioconférence, des supports de présentation, etc. Et je pense que cela doit quand même nous alerter à propos de l'implication croissante de ces entreprises dans le secteur éducatif, notamment pour 3 raisons qui sont non exhaustives. C'est que les produits qu'ils proposent peuvent être accessibles à des coûts élevés pour les institutions publiques. Donc, les institutions publiques doivent mettre une somme importante à destination de ces coûts-là. Ces entreprises EdTech peuvent également contribuer d'une certaine manière à la détérioration du système public, puisque nombre d'entre elles, on le sait, placent leurs revenus dans des paradis fiscaux. Donc ça contribue à la détérioration du système public. Et enfin, on sait également que les données qu'elles récoltent auprès des consommateurs peuvent servir à des fins marchandes. Donc cette implication toujours croissante des entreprises EdTech, on doit rester attentif à cette augmentation. Et puis, ce qu'on peut noter également, c'est que cette implication croissante du secteur privé, aussi bien en France qu'en Suisse, a été facilitée par des dispositions politiques. D'ailleurs, comme on l'a vu dans les autres contextes précédemment, nous l'avons vu pour la Suisse, la réforme de Bologne a encouragé à mettre en place un dispositif d'accréditation pour l'assurance qualité aux écoles privées et cette accréditation a donné du crédit aux écoles privées car du coup leur diplôme est considéré comme équivalent à ceux du public. Et ça a facilité l'augmentation du nombre d'établissements privés. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la privatisation ne correspond pas seulement à l'application croissante du privé dans ce degré d'enseignement. Nous observons également que les mécanismes du secteur privé pénètrent le secteur public et c'est ce que je vais traiter maintenant. Nous avons notamment observé, alors là aussi je vais présenter des tendances qui sont non exhaustives. Nous avons observé que les universités publiques, en France en particulier, ont récemment acquis la possibilité de créer des filiales pour gérer leurs activités. Et ces filiales pourraient devenir une source de financement complémentaire sur le long terme, par exemple en organisant le mécénat ou en cherchant à tirer parti du patrimoine immobilier. Et ces filiales des universités utilisent donc majoritairement de l'argent public, mais qui est géré sur le droit privé. Un autre exemple de pénétration du privé dans le public, aussi bien d'ailleurs visible en France qu'en Suisse, correspond à l'internationalisation des politiques éducatives qui, dans un contexte de globalisation, a poussé les institutions d'enseignement supérieur à se placer dans l'économie de marché mondiale. Alors, de ce point de vue-là, l'exemple du classement des universités, notamment celui de Shanghai, qui est un des plus connus, peut pousser le service public d'enseignement supérieur à devenir un nouveau secteur marchand, producteur de valeur économique et de profit. Dans le public, ça va se concrétiser notamment par un rationnement de l'offre de formation en faveur de disciplines utiles pour l'économie. Alors,
très précisément, à l'Université de Genève, on fait beaucoup mention de ce type de classement pour justement attirer toujours plus de fonds, toujours plus d'étudiants et donc se placer finalement dans cette compétitivité mondiale. Par ailleurs, l'importance d'apprendre tout au long de la vie, comme vous le savez, notamment dans le cadre des objectifs pour le développement durable, on a étendu les objectifs de l'éducation. On ne veut plus seulement viser la scolarité obligatoire pour l'éducation de base, mais on veut qu'on puisse apprendre tout au long de la vie. Et ça, on va le retrouver, ça va se concrétiser notamment par un accroissement des offres de formation continue, en particulier dans le secteur public. Et puis, ces offres de formation continue qui vont être beaucoup soutenues par le secteur privé va proposer un grand nombre de formations continues qui ont en majorité des frais bien plus élevés qu'en formation initiale. Et ces formations continues ont toutes des budgets qui sont adaptés à chacune de ces formations et qui ont pour objectif de répondre aux besoins du marché du travail. Donc là aussi, c'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus. Parallèlement aux formations initiales, les universités publiques, notamment, développent des formations continues qui, elles, ont des coûts qui sont particulièrement élevés. Finalement, dans la recherche scientifique, une tendance qu'on peut relever et qui marque vraiment cette pénétration du secteur privé dans le public, c'est que dans la recherche scientifique, publier ses travaux est un passage obligé, en particulier pour les chercheurs, pour faire connaître le travail, éventuellement pour obtenir un poste, mais à condition d'être publié dans des bonnes revues. Sauf que les dites bonnes revues sont souvent la propriété d'éditeurs privés. Nous pensons notamment à des grands groupes comme Elsevier, Springer Nature, qui publient des travaux scientifiques, la plupart du temps, qui sont financés par des fonds publics. Et les dépenses destinées à l'acquisition de médias électroniques, en 10 ans, ont plus que doublé pour les bibliothèques universitaires suisses qui ont, pour donner un chiffre, dépensé 60 millions de francs en 2020. Donc, pour le cas de Genève, on a vu que l'université dépensait une partie non négligeable de son budget pour des organisations privées à but lucratif, donc justement en l'échange de l'accès au savoir. Et ce qu'on constate également, c'est que malgré une volonté affichée d'aller vers l'open access, donc l'accès libre au savoir, donc des publications dont on n'aurait pas notamment à payer des frais, les pratiques ont encore du mal à évoluer dans ce sens. Si on prend par exemple la liste des revues dans lesquelles les chercheurs de l'Université de Genève publient des articles, on constate que nombreuses d'entre elles ne sont pas librement accessibles et donc un abonnement est nécessaire pour pouvoir lire ces textes. Donc, après avoir brièvement présenté les tendances, laissez-moi traiter des impacts de cette privatisation de l'enseignement supérieur en France et en Suisse. Et étant donné le peu de temps à ma disposition, j'aimerais insister sur l'impact qui, selon moi, est le plus problématique, à savoir l'accroissement des inégalités socio-économiques, qui ne sont certes pas le seul fait de la privatisation, mais cette privatisation y contribue. Donc, la privatisation a pour effet, on l'a constaté, et ce n'est pas nouveau, d'augmenter les inégalités, puisque ce sont les milieux les plus favorisés qui acceptent majoritairement aux institutions privées, car les frais de scolarité peuvent y être élevés. Pour donner un exemple, en France, ces frais sont en moyenne de 10 000 € par an et peuvent être bien plus élevés pour certaines écoles. Et d'ailleurs, les frais de scolarité dans ces établissements privés sont en hausse continue depuis les années 1980. Elles ont par exemple augmenté de 64% entre 2009 et 2018, donc dans l'espace de 10 ans, dans les écoles de commerce. Même si en France, environ 22% des étudiants qui sont issus de familles défavorisées sont boursiers de l'enseignement supérieur dans le privé, contre 40% dans le public, ces bourses ne couvrent pas l'ensemble des frais induits par une scolarisation dans le supérieur, et donc on vient de voir que les frais étaient particulièrement élevés. Il faut savoir qu'en plus, au-delà des frais de scolarisation dans le privé qui sont la plupart du temps très élevés, on constate dans les deux contextes qui nous intéressent, mais qu'on retrouve évidemment dans d'autres contextes, des coûts indirects qui sont liés aux études dans l'enseignement supérieur,
notamment les frais de logement ou de transport qui sont aussi bien présents pour le privé que pour le public. Pour pouvoir étudier l'enseignement supérieur à Genève, les étudiants doivent trouver des solutions alternatives, donc, y compris en mobilisant leur famille, en contractant des prêts ou en trouvant un job durant leurs études, ce qui est une réelle contrainte par rapport aux étudiants de milieux socio-économiques favorisés. Pour le cas de la France, je vous recommande l'excellent rapport qui a été publié par l'ONG Initiative pour le droit à l'éducation, donc qui organise cet événement, et qui traite spécifiquement des inégalités territoriales et par là même de l'impact des frais indirects pour les étudiants ne vivant pas dans des pôles d'enseignement supérieur. Donc finalement, encore une fois, l'idée c'est d'insister sur le fait que la plupart des institutions privées d'enseignement supérieur sont réservées aux catégories sociales les plus favorisées. Et étant donné que le nombre d'institutions privées est en augmentation, l'écart constaté depuis de nombreuses années ne fait que se creuser. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, un appui plus poussé, plus appuyé des États serait crucial, mais on constate que voilà, l'aide ces dernières années, ces dernières décennies, n'est pas équilibrée par rapport justement à la demande et notamment par rapport au fait qu'il faille prendre en considération les étudiants qui proviennent de milieux défavorisés. Donc, je vais m'arrêter là et juste pour vous dire, pour conclure, je rappellerai donc les deux messages clés de ma présentation. D'une part, nous observons une privatisation accrue de l'enseignement supérieur en France et en Suisse, en particulier à Genève dans notre cas, et d'autre part, une privatisation qui accroît les inégalités entre étudiants de milieux favorisés et étudiants de milieux défavorisés socio-économiques. Je vous remercie. Merci Thibaut pour avoir été succinct dans ta présentation. J'ai noté notamment la question de l'enseignement à distance et des entreprises EdTech que tu as mentionné, notamment avec les paradis fiscaux. Je pense que c'est une question importante à soulever. Oui, aux acteurs privés qui peuvent contribuer au développement de l'éducation, mais si c'est pour justement avoir des évasions fiscales et pas contribuer au financement de l'éducation globale, ça devient un problème. Tu as aussi soulevé de nouveau la question des compétitions entre les universités et cette question de la globalisation de l'enseignement supérieur qui met aussi les universités et l'enseignement supérieur sous pression. Et j'ai trouvé très intéressant ton commentaire sur le open access et comment on peut rendre accessibles les savoirs, et y compris les logiciels et les techniques, même informatiques, qui soient accessibles au plus grand nombre. Alors, c'était très riche, toutes ces discussions que nous avons eues. And I'm going to switch in English. It was very rich, the discussion we had together. We have very limited time because the event was planned until now. But and I ask you if there are any questions or comments to put it on the chat. But I don't see any now. So I don't know if anyone would like to comment or raise a question. Otherwise, I'd make some final comments based on what have been said. I really encourage you to type anything in the chat, or I don't know, the presenter, if you have any resources to share. I've seen Eleanor sharing our work in France, but feel free to share links to your own research so people can follow up after the events. I think there are more to say on this topic on higher education, and I think, and I do really hope, like UNESCO during the World Conference this week, will discuss this question on the financing of higher education, because for me this is the key. This is the only way we are going to address this question of inequality and stop this circle of reproducing inequality in society through the education system. Will be very interesting, and I hope we will have follow-up conversation to discuss the question of territorial inequality in comparison with other countries, the question of gender
inequalities as well, like Jean-Alain have highlighted that in Senegal, but it will be interesting to see how this reproduce in other places, how the huge impact of distance learning is also transforming the education system, and how we ensure like this is not going to divert funds to continue to sustain a strong education, higher education system, public education system of good quality. This is also something I would like to maybe raise for all the researchers who are here, and maybe our partner from civil society organization and from UNESCO being with us today. Can we look as well at a good example of public education systems that at higher education levels that can be inclusive and sustain a better equality? And I think it was very interesting, this case of Brazil, like showing how public education is of good quality, but maybe not inclusive enough. And my understanding is we see this increase of privatization in higher education because they are need to absorb the number of students that access higher education, but where we don't budget for that. So will be interesting to go a bit deeper on this question. And maybe my last comments will be as well to this question of merit and capacity and the selection to access higher education system. I know UNESCO is reflecting on this topic at the moment, and the presentation you shared today about the dynamic in the different continents, we see how this have an impact. Either it's a selection through the results and the selectivity based on what they said, capacity or merit, but also about the repartition of where as the institution. So it was very interesting to look at this different perspective in different continents, and for sure to see like in all places there are really an increase of the private institution linked with issue around inequality and segregation, and question around the financing and how the public funding is also diverted to private actors, including for-profit actors. So thank you very much to all of you. Thank you for sharing your contact and your paper. You can, I said that for all the people being with us today, you may find the link here, some contacts and link in the chat. I'm very glad we've been able to have these events in different languages, and I really wish we can do that more. Of course, there are always a cost and some technicality to address, but I think, and I said that to everyone, including to UNESCO being with us with today, but I know they are the first one to facilitate this type of discussion, but it's really important. We can have a different perspective and different angle from people, not maybe having English as an easy language to discuss. So really glad we have this discussion, diversity of background and culture and languages today. This is part of higher education as well. I've been raised in a recent discussion about how we can have our own language and mother tongue language in higher education as well, when we see a lot of uniformization with the English language as well in higher education. So thank you very much to all of you. Huge thanks for the translators that have allowed us to have this discussion in different languages. Thank you for all of you who have joined this discussion, and for sure we will have follow-up conversation on this topic, and looking forward to meet the one who will be in Barcelona this week for discussing more on higher education. Thank you very much, and see you soon for further discussion. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.